Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan du mois de novembre. Je vais commencer la semaine par une mauvaise nouvelle. Parce que oui, pour moi c'en est une, et pour vous peut-être aussi, parce que je viens d'apprendre que mon livre à la française, dédié à la cuisine traditionnelle française véganisée, va être retiré de la vente, tout simplement. C'est lui. Voilà. Alors, vous me direz, mais comment ça se fait? Eh ben, je me pose bien la question. Faut savoir que j'ai l'impression que le monde de l'édition est en train de changer, et que au lieu d'avoir un fond de catalogue pérennisé sur le temps, si un titre n'atteint pas certains objectifs fixés, dont j'ignore tout, si ces objectifs ne sont pas atteints dans un temps imparti, eh bien, c'est considéré comme un échec et on le retire de la vente. J'ai bien l'impression que c'est ça, la sauce à laquelle on est mangé à l'heure actuelle. Alors, je ne suis pas le seul auteur qui subit ce problème, mais on peut dire que sur 2023, quasiment la majorité de mes ouvrages, en format physique, sont retirés de la vente. Ça fait un coup quand même, hein, je vous avouerai. Surtout que lui, il a que 2 ans, donc c'est pas bien vieux. J'estime qu'il n'a pas vraiment eu le temps de s'installer, et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si c'est un livre que vous avez dans votre liste, eh bien, il est temps de prioriser votre liste et le remonter en haut pour l'acheter rapidement si vous tenez à l'avoir en version papier. Parce que d'ici quelques semaines, il sera plus du tout disponible dans les librairies. Vous ne pourrez plus le commander. Vous le trouverez peut-être par hasard sur des fonds de stock. Voilà. Mais sinon, ce sera fini. Bon, après, il reste quand même l'édition numérique. Et vous voyez, c'est comme un paradoxe. Parce que moi, je suis plutôt à prôner justement le format numérique. Parce que c'est ce que je consomme, c'est ce que j'achète, c'est ce que je préfère. Et je devrais me réjouir, en fait, d'être dispo en numérique et finalement que le papier... Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes encore très nombreux attachés à l'objet du livre et à préférer le papier au numérique. Et si l'ouvrage n'existe qu'en numérique, peut-être que vous renoncerez à l'acheter parce que vous direz, ah bah oui, moi je voulais le papier, le numérique ça m'intéresse pas. Donc on est encore dans une phase entre deux où le numérique n'est pas encore une norme absolue ou au moins à l'équilibre avec le papier. Bon, bref. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va repartir sur des notes beaucoup plus joyeuses. C'est-à-dire qu'une semaine dans la vie d'un vegan comme moi, avec des bonnes choses à manger et différentes thématiques à aborder comme d'habitude. Et c'est parti. Alors ok, le but du journal, ce n'est pas de vous présenter toutes les nouveautés véganes de chez Lidl à chaque numéro. Ce serait un peu redondant. Sauf que, la semaine dernière, je vous l'ai dit, j'allais comme surveiller de plus près les sorties pour ne pas les rater, sachant que, comme toujours, on est sur des séries éphémères ou saisonnières, donc mieux vaut être vigilant. Et là, je peux pas résister. En effet, chez Lidl, ils ont commencé à ramener des produits de Noël. Bah ouais. Alors, pour mon plus grand plaisir, il y a ça. Le Stollen vegan. Ah, ça, j'adore. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est pas non plus une spécialité qui est la plus connue en France, sauf par les Alsaciens, je crois, les Lorrains, parce que forcément, influence frontalière, c'est un produit de tradition germanique pour la période des fêtes de Noël. Il s'agit d'une sorte de brioche un petit peu compacte, fourrée avec de la pâte d'amande, et là, avec des raisins secs. Le tout enneigé de sucre glace. Bref, c'est un truc, moi, j'en raffole. Oui, c'est pas vegan à la base. Sauf que chez Lidl, le seul Stollen disponible est vegan. Enfin, du moins, c'est le seul que j'ai vu. Alors, je vous avoue, c'est pas une nouveauté en soi, c'est un produit saisonnier récurrent. Chaque année, visiblement, ils le sortent. Je me souviens qu'il y a quelque temps, Laura en avait ramené. Je sais plus à combien d'années ça remonte, mais je l'avais trouvé plutôt pas mal du tout.
mais c'est un peu lointain comme souvenir. Donc on va se rafraîchir la mémoire et goûter. Voyons ça. Ouh, ouh, ouh. Oh là là. Bon, bah déjà, il est beau. Allez. Ouh, 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 ouh. Oh là là. Bon, bah forcément, hein, quand on découpe, on met du sucre glace partout, mais... Regardez-moi ça. C'est généreux en raisin. On voit bien la pâte d'amande qui est juste là. Bah, je vais mordre dedans, hein. J'ai pas le choix. Ah, on fait pas un métier facile, hein. Bon, c'est super bon, franchement, je suis très très satisfait. Et même, contrairement à mes attentes ou mes souvenirs, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sec, avec justement, quand on tombe sur la pâte d'amande ou les raisins, quelque chose de plus moelleux, mais un ensemble beaucoup plus sec et effriable. C'est effriable, certes, mais non, ce n'est pas sec, c'est même assez frais, et il y a toujours ce jeu de contraste entre les différents éléments qui révèlent d'autres goûts. Alors c'est vrai, moi perso, les raisins secs, je suis plutôt fan, contrairement à une certaine Marie Sweet & Sour qui ne jure que par le chocolat et les fruits frais. Moi, les fruits secs, c'est plus mon univers. Et la pâte d'amande, j'adore ça. Donc, il y a tout pour me plaire. C'est très simple, très efficace. C'est l'archétype du petit gâteau réconfortant qu'on a envie de manger, juste une petite part, avec un bon thé. Simple. Ah, j'allais vous dire au coin du feu. Même sans feu. Qu'importe. Ça, moi, j'en raffole. Donc voilà, si vous passez dans un Lidl, ne passez surtout pas à côté du Stollen Vegan. C'est la marque Favorina, mais c'est une marque Lidl, hein, donc voilà, vous ne le trouverez pas ailleurs. Et c'est un grand oui, je valide pleinement. Bon, alors, on va prendre un abonnement. Ce week-end, on était chez Sweet Romance pour un brunch pour mon anniversaire. On s'est régalé et tout à coup, j'ai percuté sur un truc. À chaque fois qu'on vient chez Sweet Romance, c'est pour les brunchs. Mais la carte pour déjeuner ou pour dîner, bah, on la connaît pas. Et bah, j'ai eu envie de vous proposer ça et de découvrir avec vous parce que j'ai vu sur le menu qu'il y avait des galettes salées. Et ça, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui regrettent amèrement le fait qu'on ne trouve pas de galettes bretonnes traditionnelles. Alors, je ne dis pas que c'est breton traditionnel, mais on va voir ce que ça vaut. Alors, à la carte, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a pas mal d'entrées crues, parce que n'oublions pas, Sweet Romance, à la base, c'était complètement cru, et principalement des pâtisseries. Le concept a évolué, mais on retrouve comme cette touche de cuisine crue. Ensuite, eh bien, il y a différents plats avec des choses diverses et variées, dont la fameuse galette, mais aussi pas mal de burgers. Ouais, je vais pas prendre de burgers, pas aujourd'hui. Quiche, enfin, des choses assez traditionnelles, mais avec la petite touch. Bon, comme je connais déjà la qualité du brunch, je suis vraiment en confiance. Je m'attends à un truc vraiment bon. J'espère que je vais pas être déçu. Puis on a aussi toute une partie avec des bols composés de différents ingrédients, froids comme vous l'imaginez. Mais bon, non, je suis venu pour tester la galette, je vais prendre la galette. Par contre, Laura, j'ai bien compris qu'elle voulait essayer autre chose. Je vais comme commencer par la citronnade au citron et menthe maison, hein, parce que ça j'aime bien généralement. C'est vraiment deux saveurs qui s'associent super bien. Alors, on n'est pas sur une citronnade pétillante, c'est plat. C'est très frais, très vif en bouche. Au niveau sucre, c'est bien dosé. Voilà, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais. Il ne fallait pas plus en sucre, mais pas moins non plus. Et ben ça y est, on est servi.
Comme vous pouvez le voir, c'est copieux hein, sur l'assiette. Alors non, effectivement, on n'est pas sur une galette bretonne traditionnelle. On est effectivement sur une galette de sarrasin et qui est farcie avec différentes choses, dont du fromage végétal, de la feta, du poivron, du champignon, du poireau. Bref, ça me fait de l'œil. J'ai envie de taper dedans et je ne vais pas attendre plus longtemps. Allez. Ah, c'est bon. Ah oui, il y avait des lardons dedans. Là, ça y est, je les sens. La galette est bonne. Hein. C'est très riche en saveurs. Il y a plein de goûts. La fondue de poireau est vraiment très bonne. En fait, on sent que c'est que des produits frais qui sont utilisés. C'est très bien cuisiné. Ça a beaucoup de profondeur. C'est pas à l'excès. C'est vrai que quand j'ai vu tous les ingrédients, je me disais, bon, ils auraient pu être un peu plus sobres. Mais en fait, ça fonctionne très bien. C'est vraiment très chouette. Et ça fait plaisir de manger une crêpe. Voilà. C'est bête quand même, mais une crêpe, c'est facile, mais personne n'en propose. Bah, merci Sweet Romance. Pour accompagner ma galette, c'est servi avec une salade. Alors la salade, très honnêtement, elle me fait totalement penser à ce qui est servi au moment du brunch. Je pense que c'est exactement la même, avec du kale, de la laitue, des graines germées, de la tomate. C'est bien assaisonné. Bon, je la goûte. C'est elle. Heureusement, je l'aime. Bon. Je viens de finir ma galette et ma salade. Je vous avoue que moi, quand je vois un truc servi avec une salade, je me dis, je vais avoir faim. Et puis, on le sait, pour ceux qui ont été habitués aux crêperies, généralement, vous prenez une galette, c'est bien, mais il en faut une deuxième derrière, parce que sinon, bon. Et bien, curieusement, là, je suis repu. En fait, ça fait partie un petit peu de la signature de Sweet Romance. À chaque fois, c'est hyper généreux. Et là, comme ça a l'air plat, ça paye pas de mine, mais à l'intérieur, c'est bien garni. Il n'y a pas juste un tout petit peu de garniture avec la galette. Non, c'est riche et ça fait plaisir. Maintenant, même si je n'ai plus faim, je ne peux pas ne pas goûter ce que prit Laura. Ce que vous venez de voir, c'est le cheese toast. Alors, petite lecture rapide. Pain au sarrasin, avocat, fromage, tomates séchées, champignons, sauce aioli végétale, sauce pesto, salade kale, accompagnant de pommes de terre ou salade. Bon. L'ensemble m'a l'air plutôt coquin. Allez. Ah ouais, c'est bon ça. C'est très très bon. J'avoue, hein, quand j'ai vu son plat arriver sur la table, j'ai presque eu un petit regret par rapport à ma galette. C'est grand, c'est gros, c'est oh, ça coule. Alors moi, c'est sage, c'est propre. Bon, en fait, je regrette pas. Je suis très très satisfait de ma galette. En revanche, c'est un excellent choix ce cheesy toast parce que on a le croustillant du pain. Le pain est vraiment bon. On a le crémeux de l'avocat. On a la richesse du fromage végétal, les champignons qui sont rôtis, les petites tomates séchées, la sauce au pesto et l'aioli, bah, ça se conjugue bien. C'est très bon. C'est très bon. Ça a plein de parfums, ça a plein de textures en bouche. C'est très satisfaisant et c'est original. Ouf. Bon, dessert, non merci. On est calé et je trouve ça vraiment agréable d'avoir un déjeuner qui est à la fois servi rapidement et copieux, qui ne coûte pas une fortune, surtout quand on pense où on est. Sweet Romance est au pied du Sacré-Cœur, dans un quartier hyper touristique. Donc, on peut s'imaginer que c'est des restos un peu piège à touristes. Voilà. Et en fait, ici, c'est pas le cas. Sa localisation pourrait y faire penser, mais on est aux antipodes du piège. On est dans une bénédiction gustative, moi qui vous le dis. D'ailleurs, ça me donne envie d'explorer le reste de la carte. Mais bon, voilà, je peux pas venir tous les jours non plus. 2 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Bon, et Laura valide aussi. Elle s'est régalée et a été impressionnée par la générosité de son toast. Ce que je comprends.
Est-ce que vous connaissez ce resto? Moi, je me demande parce que c'est une adresse un peu exceptionnelle, très très bien située. C'est très spacieux et je pense que ça vaut le déplacement pour les brunchs. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais là, pour un déjeuner et même pourquoi pas pour le soir, moi je dis, ça gagne à être connu. Si vous êtes fidèle à ma chaîne, il y a fort à parier que vous m'avez déjà entendu dire plusieurs fois qu'à mes yeux, la cuisine, c'est à la fois de la physique et la chimie comme principes fondamentaux quand on est justement en train de préparer des bons petits plats. Tout ce qui va se passer, quelque part, oui, c'est la créativité, mais c'est aussi de la science. Et il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait un sujet sur les additifs alimentaires qui n'étaient pas véganes. Et j'ai bien vu que ça vous faisait chaudement réagir. Certains ont certainement découvert même des quelques horreurs. Mais là, c'était un petit peu la face sombre. Or, dans l'alimentation végane, au sens industriel, on utilise beaucoup d'additifs qui ont un rôle à jouer. Pour moi, ça a du sens. Pour moi, j'en ai pas peur, puisque, comme on dira toujours, le poison est dans la dose, et non pas dans le produit lui-même. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie d'aller plus loin, parce que ça m'amuse, parce que c'est un état d'esprit. Et si on peut rajouter chez soi des additifs à bon escient, avec un but très précis, avec un résultat intéressant, je vois pas le problème. Alors bien sûr, hein, je ne dis pas que vous devez faire ce genre de choses. Je ne dis pas que ceux qui me regardent, et je sais que parmi vous, il y en a plusieurs, qui mangent très simplement, de manière peut-être plus fonctionnelle, avec des goûts plus épurés, avec une idée plus proche du naturel, pour ce que ça peut vouloir dire. Tout ça, ça me va très bien aussi. Mais ma démarche en cuisine a toujours été la transformation, la métamorphose, cette idée de passer d'un produit brut à quelque chose qu'on va sublimer. C'est ça qui me motive moi en cuisine, c'est pas juste me nourrir. Si je m'amuse pas, je m'ennuie. Donc forcément, je vais parfois dans des chemins qui sont un peu plus obscurs parce que c'est nécessaire d'aller au bout de la compréhension. Et vous le savez, puisque je suis quand même l'auteur d'un ouvrage de référence sur les simili-carnés, c'est un sujet, moi, qui me passionne. Et à l'époque, je me suis interdit d'utiliser certains produits qui sont pourtant des fondamentaux dans les simili-carnés contemporains, parce que je me suis dit, bah oui, mais est-ce que les gens sont prêts à avoir ça dans leur cuisine? À l'époque, j'ai considéré que non. Mais aujourd'hui, peut-être que je me suis trompé. Le premier additif dont je veux vous parler, c'est le suivant. J'en ai un pot là, entre les mains. C'est du méthylcellulose. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un liant. C'est ce qui va permettre de créer une structure entre différents éléments. Un peu comme une colle, si vous voulez. Déjà, si j'utilise le mot colle, c'est pas ragoûtant, mais je pense que vous comprenez l'état d'esprit. L'idée est d'assembler des éléments ensemble pour qu'ils se tiennent et qu'il y ait aussi un jeu de texture intéressant. Donc, le méthylcellulose, utilisé à bon escient, va vous permettre d'avoir des simili-carnés qui vont garder une souplesse sous la dent, qui vont assembler les protéines ensemble, garder une certaine humidité et une stabilité. Et aussi, pourquoi pas, accru, un côté plus modelable. D'ailleurs, si je vous parle de cet ingrédient, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, quasiment tous les gros simili-carnés, à commencer par du Beyond Meat, qui est le plus connu dans les nouvelles générations de simili-carnés, ont tous du méthylcellulose. Mais même à l'ancienne, allez, pour les plus vieux d'entre vous, les fameuses galettes de céréales, enfin les steaks de soja sun qu'on trouvait en supermarché. C'était de la protéine de soja texturée, avec des épices, du gras, et le tout aggloméré avec du
méthylcellulose. Donc c'est pas un produit qui est nouveau. On a beaucoup de recul, on sait qu'il n'y a pas de problème de santé. Alors bien sûr, il y a des gens plus ou moins sensibles et qui peuvent mal digérer le méthylcellulose, mais il y a aussi le problème de la maîtrise de la cuisson. Le méthylcellulose, ça doit bien se cuire. Si vous l'utilisez à cru, là effectivement, vos intestins ne vont pas vous remercier. Par contre, bien cuit, c'est neutre. Il n'y a aucun problème. Et pourtant, en France, le méthylcellulose, c'est pas quelque chose qui est courant dans les cuisines de tout à chacun. Et c'est pas facile à trouver. Moi, j'ai réussi à en acheter en ligne et je regrette pas. Et je me dis qu'il faut un moment décomplexer et casser ces a priori. Pourquoi on ne ferait pas nous-mêmes notre ersatz de Beyond Meat chez nous pour peut-être un quart du prix? Bah oui, soyons pas hypocrites. Si vous consommez des produits de ce type et que vous les appréciez, vous n'êtes pas contre le méthylcellulose. Donc vous pouvez en acheter et vous pouvez l'utiliser. Ou alors sinon, vous arrêtez et vous retournez à votre boîte de lentilles. C'est bien aussi. Un autre additif dont je voudrais vous parler et qui, personnellement, m'a fait peur très longtemps parce que très naïvement, j'ai cru les rumeurs. Or, comme beaucoup de rumeurs, elles ne sont fondées sur rien, voire elles sont véhiculées avec un but très précis qui est très loin d'être louable. Vous le savez, à force aussi, j'ai une certaine obsession pour la saveur umami. Et l'umami, on va trouver ça dans quasiment tout ce qui est fermenté, mais aussi dans une certaine concentration aromatique. Et, soyons clairs, le côté agréable d'une viande, a priori, eh bien, c'est l'umami qu'elle dégage. Vous allez trouver aussi de l'umami dans le poisson. Or, l'umami, à l'état végétal, est assez rare. Vous allez en trouver dans certains champignons, comme les shiitake. Vous allez en trouver dans la tomate. Bref, l'umami dans le végétal, c'est pas à l'état naturel. Il va falloir le transformer pour réussir à le faire ressortir. Et pourtant, cette saveur particulière, elle est, pour moi, essentielle. Elle fait partie de l'équilibre d'un plat. Un plat qui n'a aucun umami, c'est un plat où on s'ennuie, généralement. Il n'y a pas de relief. Bref, si je vous parle de ça, c'est que l'umami, ça existe au niveau chimique. Le produit dont je parle, c'est ça. Du glutamate, aussi appelé acide glutamique, monosodium glutamate, bref, MSG pour les anglo-saxons. Mais si vous voyez quelque part une recette avec marqué MSG, c'est du glutamate. Bref, le glutamate, ça s'achète librement, ce poison, enfin, soi-disant poison. Vous allez dans n'importe quelle épicerie asiatique et dans le rayon des épices, vous allez avoir du glutamate. Direct. Même des gros sacs. Et c'est pas juste pour les mauvais restaurateurs chinois. Hein. Non, non, c'est pour la cuisine du quotidien, principalement en Chine, mais dans différents pays asiatiques, le glutamate fait partie des ingrédients qui font que le plat est particulièrement bon. Et pourtant, on persiste à croire que c'est dangereux, que c'est un perturbateur de neurotransmetteurs, enfin, on entend des choses absolument folles. C'est le fameux produit qui est accusé de donner un mal de tête quand on sort des restaurants chinois. Alors, c'est peut-être le mauvais saké avec la femme nue dans le petit verre, là, qui donne plutôt une casquette, plus que le glutamate dans votre plat. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui croient, dur comme fer, que c'est un vrai poison et que c'est un vrai problème. Or, l'acide glutamique, vous en avez dans votre organisme. Tous les animaux en ont, on en trouve dans certains végétaux. C'est une substance qui est à la base naturelle et on en a en nous. Donc si vous mangez un produit avec un peu de glutamate, ça vous fera rien. Mais rien du tout. À part que vous allez avoir de l'umami en bouche. C'est tout. On dit souvent aussi que le glutamate, ça permet de rendre bon un mauvais plat. C'est totalement faux. Vous allez juste donner une couche d'umami, un mauvais plat, qui va peut-être faire ressortir tous les mauvais côtés du mauvais plat.
Et non, ça, c'est pas magique, c'est pas un truc qui transforme à ce point-là. En revanche, il y a des tests qui ont été menés sur différentes personnes. Le même plat avec ou sans glutamate, en aveugle, sans prévenir, généralement, les gens, toujours, quasiment toujours, préfèrent le plat avec du glutamate parce que leurs papilles sont plus en éveil et il y a beaucoup plus de profondeur. Alors, le glutamate, pour moi, je l'utilise dans ma cuisine avec parcimonie, dans certains plats. Alors quand je dis avec parcimonie, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut savoir l'associer aussi avec la bonne dose de sel à côté. Alors c'est un sel, mais c'est pas la même profondeur de sel. Donc moi j'associe 2 sels en même temps et je sursale pas mes plats. Donc vous imaginez bien que j'en mets pas beaucoup. Mais il y a une vraie différence avec et sans. Donc encore une fois, ça fait partie de ces choses. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut les apprivoiser. Et ce qui nous permet de sublimer nos plats et d'avoir des repas qui ont une richesse en bouche, une harmonie. Et parfois, il faut savoir tricher un petit peu. Alors bon, dans les autres additifs que je peux utiliser, dont je ne vais pas particulièrement parler, il y a tous les gélifiants, hein, l'agar-agar. Curieusement, l'agar-agar, généralement, ne pose aucun problème. C'est quelque chose où les gens se disent « Ah bah oui, c'est bien, c'est des algues ». Pourtant, c'est aussi un additif, c'est aussi un produit transformé. On est comme parti d'une algue pour réduire en poudre blanche à la taille de fécule, donc il n'y a pas de magie non plus. Pareil pour la capa, la gomme gélane, voilà, il y a différents gélifiants qui ont différents usages, différentes textures qui permettent de remplacer la gélatine et qui ont vraiment un intérêt. Donc, soyez curieux en cuisine. Alors bon, j'espère que vous comprenez bien que je ne dis pas que vous êtes idiot si vous refusez d'utiliser ces produits, que vous n'êtes pas à l'aise avec ces produits, parce qu'ils ne sont pas essentiels. C'est juste un petit plus. Ça permet de s'amuser davantage, d'explorer d'autres champs au niveau de la cuisine. C'est tout. Maintenant, j'ai un respect total pour les personnes qui aiment cuisiner des légumes bruts, qui vont faire juste des plats très simples, qui ne cherchent pas une complexité aromatique et qui savent se satisfaire de peu. Parfois, je dirais même, je vous envie. C'est moi qui ai une recherche particulière et qui ai besoin de trouver des réponses. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je fais de la cuisine et que je fais ce boulot, parce que sinon, j'irai pas très très loin, c'est vrai. Maintenant, sur un point de vue philosophique, je vois pas pourquoi on stigmatise un peu ces produits en cuisine, sachant que quand on est justement en train de préparer des plats, il y a des choses qu'on va utiliser de manière naturelle parce qu'elles sont admises psychologiquement depuis toujours, alors que intrinsèquement, elles dénaturent le produit. Typiquement, à chaque fois que vous allez utiliser du sel, vous transformez le goût brut d'un aliment et vous utilisez ce qu'on appelle un exhausteur de goût. Un simple sel est un exhausteur de goût. Exactement la même chose avec le sucre. Pourtant, rares sont les personnes qui refusent d'utiliser du sel et du sucre. Ce sont des ingrédients basiques et communément acceptés et qu'on trouve dans quasiment toutes les cuisines. Donc, à partir du moment où on utilise ce genre de choses, qu'on est à l'aise avec, pourquoi pas aller plus loin, en connaissance de cause. Mais pourquoi se bloquer? Pourquoi on se construit des barrières? C'est une grande interrogation pour moi. Bon, voilà. Alors, je voudrais aussi vous dire un petit mot par rapport au point de vue de Laura, puisque finalement, c'est moi qui cuisine à la maison et que elle mange ce que je lui fais. Au départ, quand je lui ai dit que je m'intéressais à ce genre de produits, elle était presque réfractaire. Elle était très méfiante, en me disant parce que elle est dans l'idée à la base que le glutamate ça donne super soif, faut que ça dessèche la bouche, que à la limite le méthylcellulose ça donne mal au ventre, etc. Et je dis non, crois-moi, ça va bien se passer. Et finalement, j'utilise les produits avec son accord, bien sûr, sans lui dire, et je lui dis simplement après. Et bien maintenant, elle les apprécie. Voilà. Comme quoi, quand on n'a pas de barrière psychologique, on peut aller beaucoup plus loin et prendre du plaisir là où il est. En conclusion,
Eh bien, moi j'aimerais avoir votre opinion. Quel est votre regard sur les additifs culinaires qui peuvent nous aider au quotidien? Est-ce que vous êtes très frileux? Est-ce que par hasard, vous en utilisez? Bah oui, je pense que je ne suis pas le seul. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose, ah, j'ai jamais osé, mais si on me donnait des clés, j'irais peut-être dans ce chemin-là moi aussi. Du coup, est-ce que ça vous intéresserait que je conçoive un simili, style un steak à burger à la Beyond Meat, mais maison, de A à Z? Pourquoi pas? C'est faisable. Donc si vous le voulez, je vous le fais. Bah voilà, discutons-en en toute bienveillance. Cette semaine, je suis tombé sur un produit que je n'avais jamais vu, d'une marque dont je n'ai jamais entendu parler. Et le voici, le voilà. Le Maupur au poivre noir. La tranche vegan d'une marque. Alors c'est très difficile à lire, mais derrière, je le vois, c'est Felsineo Veg. C'est une marque italienne. Voilà. Donc, on est face à des tranches qui sont visuellement entre la tranche de saucisson et la tranche un peu de jambon cru, enfin, circulaire. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je ne connais pas. Et ben, on va découvrir ça ensemble. Allez, hop. Voyons ça. Alors oui, je vous ai dit, c'est un produit à base de Maupur. On me dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah en gros, c'est une sorte de seitan qui est une marque déposée. Enfin, c'est une recette. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le déposer, mais voilà. Et ça, j'en ai déjà vu dans des produits de chez Sacla. Vous savez, cette marque italienne qui fait des sauces. Et donc, il y avait un super pesto vegan que je ne retrouve plus du tout. Ils avaient toute une gamme aussi de petits produits vegan, dont des pâtes farcies au Maupur. Donc pour ça, je suis même pas étonné, je le vois. Mais et encore une fois, c'est une marque italienne. Eh bon, voyons. Alors, les tranches sont extrêmement fines. Alors là, par contre, ça me fait penser à un truc que j'ai déjà mangé. Je sais plus quelle marque faisait ça. La texture est tellement cousine. Et l'odeur aussi. Bon, donc c'est pas si innovant. Je me souviens plus de la marque. Dites-moi dans les commentaires si quelque chose comme ça vous évoque un produit déjà connu. Parce que là, moi, la mémoire me fait défaut. Bref, ça se déchire plutôt bien. L'odeur est agréable, une note un peu poivrée. Ouais, c'est ça. Ça m'agace quand j'arrive pas à mettre le doigt sur le nom ou le produit que je cherche. J'ai déjà mangé un produit comme ça, donc peut-être que vous aussi. On est sur une tranche effectivement qui est très fine, légèrement fondante en bouche, avec une certaine élasticité, une résistance. Donc c'est une texture originale, on est très très loin du seitan. Et pourtant on est sur une protéine de blé qui est retravaillée. Et le goût, l'aromatisation est bien poivré, mais pas l'excès. On est sur des notes charcutières, de salaison. C'est plutôt agréable. Voilà. C'est juste... Est-ce que c'est un fabricant qui décline ça sous une autre marque? Est-ce que c'est une marque qu'on connaît qui a un autre réseau de distribution? Enfin, je suis un peu perplexe. Parce que pour moi, là, tout de suite, tout à coup, le produit m'évoque quelque chose de connu. Ah, bon, en tout cas, ça change rien. C'est un bon produit, c'est agréable. On est comme sur du 30 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est pas négligeable. Bon, après, ça fait quoi? 90 grammes. Bon, il va falloir en manger, quoi, pour avoir les 30 grammes. Mais bon, franchement, dans un petit sandwich avec des cornichons, un petit peu de margarine de micelle, vous voyez le tableau, je pense que ça passera très bien. Ou simplement comme ça en chiffonnade à la main, c'est agréable aussi. On est sur une bonne petite charcuterie végane, donc ça fait plaisir. Mais franchement, n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire dans les commentaires s'il y a un produit cousin qui vous revient en tête. Bon, les amis, je me devais de vous parler
d'une nouvelle série qui est sur Netflix et qui semble cartonner, puisque c'est carrément annoncé que c'est la série #1 en France. Ce qui m'étonne un peu. Et à la fois, je peux comprendre, puisque je suis moi-même sous le charme, et Laura aussi. Il s'agit d'une série britannique fantastique. Le nom, c'est Bodies. Et Bodies, c'est l'histoire d'un cadavre que l'on retrouve à 4 époques différentes par 4 inspecteurs britanniques différents, mais c'est le même corps. Oui, et ben oui, voilà, ça intrigue. Alors, j'ai découvert la série grâce à quelqu'un d'entre vous dans les commentaires qui avait suggéré en disant « ça devrait bien te plaire ». Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, c'est très difficile, comme d'habitude, avec des séries intéressantes, c'est que je vous ai quasiment tout dit sur ce qu'il y a à savoir, et je ne peux pas vous en dire trop. Vous allez retrouver, comme je vous l'ai dit, 4 inspecteurs qui vont être confrontés à la découverte d'un cadavre, d'un homme complètement nu, où on voit qu'il lui manque un œil avec un tatouage dans le poignet représentant 3 barres barrées. Et ce même corps se retrouve en 1890, en 1941, en 2023 et en 2053. Donc on a un peu de passé lointain, un passé proche, un présent et un futur. Et bien sûr, vous pouvez déjà l'imaginer, tout est lié, il y a une vraie intrigue. Et je ne vais pas vous en dire plus. Je peux pas, ça vous gâcherait le plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est prenant. Il y a une vraie histoire, il y a une certaine densité d'ailleurs. C'est complexe tout en étant relativement clair. Je ressens presque cette émotion palpable au visionnage de Dark. Et pour moi, Dark, c'est comme un monument. Alors, c'est peut-être pas aussi compliqué, c'est beaucoup moins long, c'est plus accessible, mais bon, pour ceux qui ont vu la série et qui ont vu Dark, je pense que vous voyez les liens que je veux faire. C'est pas redondant, hein, c'est pas la même histoire. Mais j'y vois une certaine énergie commune, et c'est peut-être pour ça que ça me parle autant. Bon, bref, j'arrête là. Si vous avez vu la série, et je sais que c'est déjà le cas, hein, sinon je ne serais pas au courant, de grâce, pas de commentaires qui pourraient être des spoils. Ce serait vraiment très très dommage de gâcher la surprise à ceux qui n'ont pas encore vu la série. Et puis, si vous n'avez pas vu la série, que vous avez envie de passer un bon moment, c'est une mini-série en 8 épisodes d'environ un petit peu moins d'1 heure. Ça se regarde tout seul, c'est facile à suivre et je peux vous garantir que vous allez vous régaler. Eh bien oui, il fait nuit, je suis rentré tard et j'ai faim. Mais j'avoue, hein, j'ai un peu la flemme de me faire un gros repas un peu travaillé. Donc, j'ai envie de me faire un petit sandwich. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un petit croque-monsieur quand même, avoir un truc chaud dans l'estomac, c'est chouette. Du croustillant, du goût, de la texture, enfin. Donc c'est ce que je vais faire.
là là là. Simple, efficace. Bon, je pense que ce sera bon. Il n'y a pas de moyen que ça ne le soit pas. Mais c'est satisfaisant. Et pour quelqu'un qui a faim comme moi, il y a comme une impatience. Alors impatient, d'accord, mais on ne va pas faire n'importe quoi. J'ai quand même coupé un petit morceau. Oh oui. Oh oui. Ben oui, vous la sentez, cette autosatisfaction-là. C'est gourmand à souhait, c'est réconfortant, c'est plein de goût. Alors, c'est vrai que là, j'ai utilisé la version du jambon fumé, parce que je voulais un peu plus de caractère. J'ai préféré mettre des tranches de cheddar végétal, parce que ça a un peu plus de goût que les tranches un peu nature. Assaisonné avec un petit peu de moutarde. J'ai mis pas beaucoup, hein, mais ça suffit à relever l'ensemble. Mettre quelques oignons frits, ça donne un petit goût, parce que honnêtement, ils sont plus croustillants à ce niveau-là, parce que la vapeur sous le couvercle, c'est un peu attendri l'ensemble, et c'est très important pour garder le croustillant du pain, tout en le laissant moelleux à cœur. C'est beaucoup plus agréable qu'un truc tout sec, un peu biscotte, c'est évident. La petite pointe de ciboulette, ça fait son charme. Bref, tout va bien. Très bon petit croque-monsieur grilled cheese hybride. Je vais le déguster et profiter de ma soirée. Et voilà, les amis, c'est la fin de ce journal. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié, donc on va pouvoir se quitter là, mais pas sans avoir au moins fait le minimum syndical pour me soutenir, comme il se doit, je compte sur vous. Je vous incite aussi à aller retourner dans les playlists, voir s'il y a des journaux que vous avez manqués. Parce que visiblement, il y en a un ou deux qui n'ont pas été totalement mis en avant par YouTube. Je ne sais pas pourquoi, mais donc ça se voit. Hein, vous voyez le nombre de vues, vous comprenez qu'il y a un petit problème. Donc peut-être que vous, là derrière votre écran, il y a des journaux où vous dites « Tiens, j'ai pas eu d'alerte » et vous n'avez pas pensé. Vous pouvez corriger ce tir, n'est-ce pas? Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!